ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. Des flammes, des nuages de fumée et du matériel électoral réduit à néant. C'était cette nuit dans un entrepôt de la commission électorale à Kinshasa. Et nous irons en Zambie où des réfugiés ont désormais un accès aux soins de santé et à l'éducation grâce à un programme inclusif. La nouvelle stratégie de Donald Trump pour l'Afrique est connue. Elle a été révélée ce jeudi. Elle privilégie la stabilité, la prospérité, l'indépendance et la sécurité. Bonsoir. En République démocratique du Congo, près de 80% du matériel électoral prévu pour Kinshasa a été détruit ce jeudi dans l'incendie d'un entrepôt de la CENI. Le feu a ainsi consumé près de 8000 machines à voter sur les 10 368 prévues pour la capitale. Les machines à voter sont devenues l'un des enjeux de la campagne et des élections. Certains candidats à la présidence sont contre leur utilisation. 19 des 24 communes de Kinshasa seront affectées par cet accident, selon la Commission électorale nationale indépendante chargée d'organiser les scrutins du 23 décembre. Depuis Kinshasa, la correspondance d'Anastasie Tudièche. Nous sommes à un jet de pierre de l'avenue du Haut Commandement, là où l'entrepôt de la CENI a brûlé. Vous pouvez en apercevoir d'ailleurs les fumées épaisses encore derrière moi. Cette nuit, entre 2 et 4 heures du matin, 8000 machines à voter sur les quelques 10 300 prévues, notamment pour la ville-province de Kinshasa, sont ainsi donc parties en fumée. Qu'à cela ne tienne, affirme Corneille Nangaa, les élections auront bien lieu et elles auront lieu le 23 décembre. Le directeur de la CENI, l'organisme chargé d'organiser les élections en République démocratique du Congo, est catégorique. Et c'est le même son de cloche du côté du CENSA, le comité national de surveillance de l'application des accords de la Saint-Sylvestre. Son directeur, Joseph Olengankoy, a donné une conférence de presse il y a quelques heures. VOA Afrique s'y est rendu. Nous condamnons fermement ce que nous venons d'observer depuis ce matin, quelle que soit la nature de cet incendie. Nous condamnons cela et les enquêtes sont en cours. On ne saura pas se prononcer avant l'établissement de faits par l'administration publique, dont le gouvernement. Qui a intérêt aujourd'hui dans ce pays à ce qu'il n'y ait pas d'élection? Et ça va nous avantager en quoi? Parce que le processus est déjà entamé. Et je tiens ici à apaiser à l'Assemblée de notre peuple, à se mobiliser pour ces élections dans la paix. La classe politique congolaise dans son ensemble condamne cet incendie. Une enquête est en cours. À Kinshasa, pour VOA Afrique, Anastasie Tudièche. Merci Anastasie. Mais que pensent les Congolais de cet incident? Voici quelques réactions recueillies à Kinshasa par Alex Kataï. C'est un événement douloureux. Nous condamnons à la ferme énergie. Nous pensons que, en fait, s'il y avait moyen, on pouvait peut-être bien garder les matériels de la CENI, parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde veut les élections. Ce que nous avions peur, on a peur à ce que les élections soient reportées. C'est vraiment dommage. Notre problème, officiellement, même au niveau international, nous retenons que le 23, tous les Congolais, qu'ils soient de l'intérieur ou d'ici, nous irons aux élections, avec ou sans machine. Cette situation, ça ne nous concerne pas. Nous, de notre part, nous voulons les élections dans le date prévu que la CENI a proclamé. Il nous a dit qu'on va proclamer les élections, on va organiser les élections le 23 décembre. Quels que soient les incendies, on a brûlé la CENI, ça ne nous concerne jamais. Nous voulons les élections dans la date prévue. On n'a rien à craindre parce qu'on était déjà préparé avec ou sans machine. Le 23 décembre, nous avons demandé à nos électeurs d'être devant leur bureau de vote pour aller voter leur candidat numéro 20 et les députés nationaux et provinciaux.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur la RDC. Au Mali, plusieurs dizaines de civils touaregs ont été tués entre mardi et mercredi par des djihadistes présumés dans la région de Ménaka, dans le nord-est du pays, près de la frontière du Niger. C'est ce qu'annonce ce jeudi le MSA, le mouvement pour le salut des Azawad, issu de l'ex-rébellion touareg. Le MSA fait état de 47 morts des civils de la communauté Idak-Sahak tués par des assaillants à bord de motocyclettes qui sont ensuite partis en direction du Niger. La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a condamné cette série d'attaques et exhorte les autorités maliennes à enquêter sur ces incidents et à traduire les responsables en justice. Ici, aux États-Unis, l'administration Trump a révélé ce jeudi sa nouvelle stratégie pour l'Afrique en présentant ce qu'elle a appelé la nouvelle stratégie de l'administration du président Donald Trump pour le continent africain à la Fondation conservatrice Héritage à Washington. M. Bolton a également souligné aujourd'hui que l'aide économique américaine à l'étranger serait réexaminée et sera conforme aux priorités des États-Unis dans la région. Le conseiller américain à la sécurité nationale indique aussi que les États-Unis mettront un accent sur la lutte contre le terrorisme et l'islamisme radical. Je vous propose un extrait de l'adresse de John Bolton ce matin. Nous ferons en sorte que l'argent du contribuable américain soit utilisé de manière efficace et efficiente. Les États-Unis ne fourniront plus d'assistance sans discernement sur l'ensemble du continent, sans but précis ni priorité. Et nous ne soutiendrons plus les missions de maintien de la paix improductives, infructueuses et non responsables de l'ONU. Pour discuter de cette actualité, René Lec, consultant et analyste politique, promoteur des sites ceneplus.com et abidjanplus.com nous a rejoint. Vous êtes un peu souffrant, mais merci d'être là. Alors, René, bonsoir. Quelle analyse globale faire de cette nouvelle stratégie de l'administration Trump pour l'Afrique? Écoutez, John, je la trouve très trumpienne. Donc, 4 points pour illustrer cela. C'est vraiment America First, donc c'est vraiment d'abord les intérêts des Américains et rien d'autre, quelque part. Deuxièmement, elle est très transactionnelle. Transactionnelle au sens d'où je vous donne quelque chose, vous me donnez quelque chose. Si vous ne me donnez rien, je ne vous donne rien et éventuellement même, je vous enlève ce que je vous avais déjà donné. Elle est également très anti-chinoise, on pourrait dire, anti-chinoise et anti-russe, mais en particulier anti-chinoise. Il y a l'idée de contrer l'initiative chinoise de OBOR, One Belt. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. OK. Et quatrièmement et dernièrement, elle est très bilatérale. Donc pas trop d'approche multilatérale, pas d'approche de développement régional, mais essentiellement une transactionnelle de manière bilatérale. Ce qu'on constate aussi, c'est que cette nouvelle stratégie des États-Unis pour l'Afrique semble couper le robinet de l'aide financière. Qu'est-ce que cela signifie pour le continent? Écoutez, ça signifie que de plus en plus, les pays vont devoir négocier en termes bilatéraux avec les Américains. Donc plus les pays seront agressifs dans leur approche bilatérale, plus ils auront de chances d'obtenir des éléments importants en matière d'aide, de soutien au développement, d'investissement, etc. Alors, vous parliez de la Chine et de la Russie tout à l'heure. On va en parler donc, connu pour être un faucon en politique étrangère, René. Très hostile donc au multilatéralisme, John Bolton, ancien ambassadeur américain à l'ONU, a également dénoncé ce qu'il considère comme des comportements prédateurs de la Chine et de la Russie. Je vous propose d'écouter un extrait. La Chine utilise des pots de vin, des accords opaques et l'utilisation stratégique de la dette pour tenir les États d'Afrique captifs aux souhaits et exigences de Pékin. Ces entreprises d'investissement sont pleines de corruption et ne respectent pas les mêmes normes environnementales et éthiques que les programmes de développement des États-Unis. Alors, si la Chine, je veux dire, si les États-Unis ne mettent plus de l'argent en Afrique, est-ce que cela ne fait pas justement le jeu de la Chine et de Moscou? Oui, la Chine qui est extrêmement agressive. John Bolton disait aujourd'hui que la Chine, entre 2016 et 2017, a investi 6,4 milliards de dollars d'investissement direct en Afrique. Mais ce qui est étonnant, vous savez, John, depuis plusieurs années,
les pays occidentaux, l'Amérique en tête, n'investissent très peu dans le secteur des infrastructures en Afrique. Et ce vide-là, les Chinois sont en train de le combler, justement avec cette initiative de la nouvelle route de la soie, où ils mettent énormément d'argent dans les investissements d'infrastructures. Et je crois que ça ne va être que renforcé. Donc paradoxalement, la contradiction, c'est que la nouvelle politique américaine semble favoriser les Chinois. On verra bien à quoi elle ressemble pratiquement dans les mois et années à venir. René Lec, je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes analyste politique et promoteur des sites ceneplus.com et abidjanplus.com. Je vous en prie, John. On va poursuivre et allons à la découverte du camp de réfugiés de Mantapala en Zambie, où se partagent les services dans le cadre d'une nouvelle approche inclusive initiée par les autorités du pays. Elle vient d'ouvrir une nouvelle école et un dispensaire dans ce camp de réfugiés pour servir les deux communautés. La Zambie promet ainsi aux réfugiés d'avoir accès aux mêmes services que leurs hôtes, y compris le droit de travailler et d'établir un commerce. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Ce bébé n'a que 20 minutes. Sa mère Béatrice est une réfugiée de la République démocratique du Congo. Ils vivent dans ce camp de Mantapala, un site de 8000 hectares situé dans la province de Luapula, près de la frontière avec la RDC. C'est une initiative du gouvernement zambien en partenariat avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres partenaires qui travaillent pour le bien-être des déplacés. Tous les services que nous avons mis en place ont été installés dans les communautés où les réfugiés sont venus s'établir. Cette infrastructure sanitaire d'une capacité maximale de 13 000 personnes permet désormais aux enfants, femmes et hommes de se faire soigner sans parcourir de longues distances. Je suis heureux et me sens chanceux de voir qu'il y a maintenant une clinique dans les environs. Si je ne me sens pas bien, je peux simplement venir ici pour obtenir de l'aide. À quelques minutes de marche de la clinique, des élèves étudient la grammaire anglaise dans la nouvelle école du camp de Mantapala. La plupart des enfants ici sont des réfugiés congolais, mais un nombre croissant de Zambiens de la région participent également à ces classes. Nous nous entendons très bien. J'ai beaucoup d'amis congolais, ils sont vraiment sympathiques et il n'y a pas de conflit entre nous. En 2017, la Zambie a adopté une nouvelle législation visant à promouvoir l'inclusion des réfugiés, ce qui leur accorde de nouveaux droits de propriété, un accès aux services financiers et judiciaires, ainsi que la réduction des obstacles à la résidence permanente et à la naturalisation. 13 décembre 1998, 13 décembre 2018, cela fait 20 ans jour pour jour que le journaliste burkinabé Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont été assassinés. 20 ans après, les causes de la mort de ce journaliste ne sont toujours pas élucidées. Mais tout récemment, les proches de Norbert Zongo ont reçu un signe d'espoir, la justice française ayant donné son feu vert pour l'extradition de François Compaoré, le frère de Blaise Compaoré, recherché au Burkina Faso justement pour la mort du journaliste. Mais il n'est pas le seul inculpé dans ce dossier. Maître Benewende Sankara, l'un des avocats de la famille Zongo, est confiant que la lumière sera faite dans ce dossier. Il est au micro de Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou. D'autres personnes sont aussi inculpées dans le dossier Norbert Zongo. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'indices qui ont pu être réunis par le juge. Et nous qui avons accès au dossier, on peut soutenir qu'il y a certainement des charges qui vont peser sur des gens qui sont, en tout cas aujourd'hui, poursuivis par la justice burkinabé. Donc, 20 ans après, on peut dire que le temps a été long, souvent même difficilement supportable, notamment par les victimes, les familles. Mais c'est aussi la chose judiciaire qui est comme ça, à savoir qu'on ne confond jamais vitesse et précipitation quand il s'agit des questions de procédure. 20 ans après, en tout cas, la lumière peut jaillir. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Le secteur de la santé ravagé par la corruption au Burkina Faso. La révélation est du réseau national de lutte anti-corruption. Ici aux États-Unis, les caricatures politiques toujours à la mode. Nous irons à la rencontre d'un dessinateur qui en a fait son affaire. Et en sport, l'Égypte revient à la charge. Le pays se déclare officiellement candidat à l'organisation de la CAN 2019. C'est jeudi, donc Le Monde aujourd'hui vous offre un segment spécial sur la santé. Chaque année, près de 30 millions de nourrissons naissent trop tôt, trop petits ou tombent malades et ont besoin de soins spécialisés pour survivre, selon un nouveau rapport publié par une coalition mondiale à laquelle appartiennent l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé. Ce rapport intitulé « Survivre et prospérer, transformer les soins pour chaque nouveau-né malade ou de petite taille » révèle que les nouveau-nés les plus exposés au risque de décès et de handicap sont ceux qui présentent, entre autres, des complications de la prématurité. Le rapport montre par ailleurs que d'ici à 2030, dans 81 pays, les vies de 2,9 millions de femmes, d'enfants morts-nés et de nouveau-nés pourraient être sauvées si des stratégies adéquates sont déployées. Pour parler plus longuement des nouveau-nés prématurés, accueillons le docteur Constantine Chinkou. Il est médecin généraliste, praticien au Novant Health Prince William Medical Center en Virginie, ici aux États-Unis. Docteur, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, pourquoi certains enfants naissent prématurément? Quand on dit qu'un enfant est prématuré, d'abord, ça veut dire qu'il est né avant 37 semaines révolues. Les principales causes de naissance prématurée sont d'une part les infections, d'autre part ce qu'on appelle la prééclampsie, l'hypertension, les maladies chroniques comme le diabète et d'autres maladies hématologiques dont la maman souffre avant la conception. Alors, de quel type de soins ont besoin ces enfants et quels conseils vous pouvez donner aux parents dont les enfants sont prématurés? La pathologie des prématurés est essentiellement une pathologie d'immaturité. Une immaturité du système respiratoire qui devient mature entre la 34e et la 36e semaine. Une immaturité du système neurologique qui ne permet pas à l'enfant de régulariser sa température de lui-même. Et une immaturité du système digestif. L'enfant a des problèmes pour manger et pour digester ce que l'enfant a mangé. Alors, les hôpitaux en Afrique, pour parler du continent, font très souvent face aux problèmes d'équipement, notamment les couveuses. Est-ce que cela n'accroît pas les risques pour ces prématurés? Oui, elle accroît les risques, surtout pour ceux qu'on appelle les enfants extrêmement prématurés. Ça veut dire ceux qui sont nés avant 24 semaines. Ils sont souvent des très petits poids et alors ils doivent grandir dans des couvreuses. La couvreuse est essentiellement là pour régulariser la température de telle sorte que l'enfant puisse avoir une température normale. Et si l'enfant n'a pas une température normale, l'enfant va utiliser l'énergie qu'elle prend pour manger, n'est-ce pas, pour s'échauffer. Alors, au lieu d'utiliser l'énergie pour grandir, l'enfant va plutôt utiliser l'énergie pour régulariser sa température. D'autre part, il faut un système de nutrition parentérale parce que le système digestif n'est pas mature pour manger la nourriture. Alors, il faut lui donner par IV. Alors, ça, c'est des difficultés. D'autres difficultés sont les infections. Alors, il faut un cadre vraiment très sanitaire pour pouvoir gérer ce type d'enfants. Docteur Constantine Chinkou, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, praticien au Novant Health Prince William Medical Center en Virginie, ici aux États-Unis. On reste en santé. Vol de médicaments, de poches de sang, des paiements de patients qui ne vont pas à la caisse. Le secteur de la santé au Burkina Faso est ravagé par la corruption.
Conclusion de la dernière enquête du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption à Ouagadougou. Sur place, le reportage de notre correspondant, Lamine Traoré. Ils sont nombreux à Ouagadougou à dénoncer des faits de corruption dans le système sanitaire burkinabé. La corruption existe dans presque tous les hôpitaux du pays. Actuellement, si tu n'as pas vraiment de l'argent, tu ne peux pas avoir accès aux soins au Burkina Faso. Donc ça complique la vie des citoyens burkinabés. Selon le RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, la corruption est très prononcée dans le système de santé au Burkina Faso. Les services de chirurgie fonctionnent sur toute l'étendue du territoire comme une mafia. C'est-à-dire qu'il y a tout un circuit organisé depuis le bas niveau, les CSPS, jusqu'au haut niveau, le CHU, où on recrute des malades, on les soigne, enfin, on les opère dans les services de santé sans trace, sans document, sans dossier, sans paiement à la caisse, et souvent à des sommes vraiment qui n'ont rien à voir avec les coûts officiels. Un autre son de cloche au ministère de la Santé qui rassure qu'à son niveau, des efforts sont faits. Des inspections inopinées, et lorsqu'il y a des dénonciations qui sont faites par les populations, il y a des enquêtes qui sont diligentées, que les efforts sont déployés afin de minimiser surtout les facteurs de risque de survenance de la corruption. Une chose est sûre, la corruption existe dans le système sanitaire burkinabé, malgré les 10 efforts du ministère de la Santé. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci Lamine. Nous revenons à Washington avec Yacouba Ouedraogo pour notre bulletin sportif du jour. Yacouba, le Maroc étant hors de course, l'Égypte revient pour l'organisation de la CAN 2019. Bonsoir. Bonsoir à vous, amis sportifs, et bonsoir à vous également, John. Effectivement, la CAF tient enfin son premier candidat déclaré à l'organisation de la CAN 2019. L'Égypte a officialisé sa candidature pour accueillir la compétition. La Fédération égyptienne de football a fait acte de candidature officielle pour accueillir la CAN 2019, qui est prévue en juin et devait être organisée par le Cameroun, qui n'était pas prêt à l'accueillir, a écrit l'instance dans un communiqué posté sur Twitter et Facebook. Soucieux de ne pas faire de l'ombre au Maroc, le pays de Mohamed Salah avait déclaré la semaine dernière qu'il n'est pas candidat pour accueillir le tournoi à la place du Cameroun. Mais finalement, le royaume chérifien a annoncé hier qu'il ne se portera pas candidat. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la CAN, la dernière en 2006. Les prétendants ont jusqu'à demain minuit pour déposer leur dossier de candidature. Le pays hôte de la CAN 2019, bien sûr, prévu du 15 juin au 13 juillet et pour la première fois à 24 équipes, sera connu le 9 janvier. Une CAN à laquelle prendra part la Tunisie, qui tient aussi enfin son nouveau sélectionneur. Il s'agit d'Alain Giresse. 2 mois après le départ de Fawzi Benzarti, la Fédération tunisienne de football a annoncé le recrutement du technicien français. Il a signé un contrat de 18 mois renouvelable, sans poste depuis plus d'1 an. L'ancien sélectionneur du Gabon reprend ainsi du service. La dernière fois qu'on a vu sur un banc, c'était avec le Mali en septembre 2017, au sortir des matchs nuls 0-0 face au Maroc. Il a alors jeté l'éponge. Passé aussi par le Sénégal, Alain Giresse va tenter d'apporter de la stabilité sur le banc des Aigles de Carthage. Et puisqu'on parle de la Tunisie, on y reste. L'Espérance Tunis connaît enfin son adversaire au mondial des clubs. Samedi, le champion d'Afrique en titre entrera en lice en quart de finale face au club émirati d'Al Ain. Le représentant du pays hôte, les Émirats arabes unis, a validé son billet en écartant Wellington au tir au but lors du premier tour. Pourtant mené 3-0 à la mi-temps, les locaux ont complètement renversé la vapeur, grâce notamment à un but du Malien Tongo Doumbia. Le club tunisien est donc prévenu. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain, John. Merci Yacouba Ouedraogo. Les caricatures éditoriales, également appelées caricatures politiques, existent depuis aussi longtemps que le discours et la dissidence politique. Aux États-Unis, les caricatures politiques constituent un élément important de la culture et de l'histoire du pays. Et peu importe à quel point elles peuvent être controversées, elles sont protégées en vertu du premier amendement de la Constitution américaine en faveur de la liberté d'expression. Julie Tabot est allée à la rencontre du dessinateur lauréat du prix Pulitzer, Matt Wrecker, pour échanger sur l'état actuel de la caricature politique aux États-Unis et dans le monde. Dili Diko raconte.
Matt Walker gagne sa vie en dessinant des caricatures politiques. Il est dessinateur de presse pour le journal politique américain Politico, situé en périphérie de Washington. Nous sommes un assemblage un peu étrange de plusieurs choses, car nous faisons des commentaires sérieux sur des sujets sérieux, mais nous ne le faisons pas trop sérieusement. Et nous exprimons nos opinions avec des images loufoques. Ce caricaturiste lauréat du prix Pulitzer explique que le principal atout d'une caricature politique est de pouvoir communiquer très rapidement un avis. Je peux dessiner une image et mettre une petite bulle avec quelques mots que vous pouvez lire en 4 secondes et vous comprenez immédiatement de quoi il s'agit. Le message doit vous percuter directement. Dans cette caricature, par exemple, Walker a été inspiré par une image emblématique de l'artiste américain Norman Rockwell, représentant une scène traditionnelle de la culture américaine. Le caricaturiste dit qu'au fil des années, son métier a évolué. Mais une bonne caricature répond toujours aux mêmes critères. Je pense qu'une bonne caricature politique est celle qui parvient à glisser un très bon argument politique avec une certaine dose d'humour et de l'esprit. Une caricature qui va faire réfléchir les gens et non les mettre en colère. La liberté d'expression a parfois un prix élevé. De nombreux dessinateurs ont dû fuir leur pays, d'autres ont perdu la vie. En 2015, les bureaux du journal satirique français Charlie Hebdo ont été attaqués par des terroristes islamistes qui ont tué 12 personnes. Walker espère qu'en ces temps troublés, les gens sauront tout simplement apprécier les caricatures politiques pour ce qu'elles sont. À présent, cette naissance survenue comme qui dirait au ciel, une Congolaise a donné naissance à un bébé à 42 000 pieds d'altitude. Elle était à bord d'un vol de Turkish Airlines partant de Libreville, la capitale gabonaise, vers Istanbul, selon un communiqué de la compagnie. Moussoama Michou Kayembe, c'est le nom de la dame, âgée de 21 ans, est entrée en travail 3 heures seulement après le décollage. Le personnel de cabine de la compagnie aérienne turque et le mari de Michou Kayembe, qui est un médecin, l'ont aidé à accoucher. Et selon la formule consacrée, la mère et le bébé seraient en bon état. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.